Aux États-Unis, Rita a touché terre avec des vents à près de 200 km/h. Le cyclone de force 3 a perdu de sa vigueur ces dernières heures. Aucune victime, mais des pluies diluviennes et des dégâts difficiles pour l'instant à évaluer. Globalement, le pire a été évité. Une affaire de maltraitance d'un nouveau-né signalée aux services sociaux. L'enfant a été rendu une première fois à ses parents. Pourtant, le père avait un lourd casier judiciaire, condamné pour viol sur mineur. Le nourrisson est dans un état critique. Les parents sont mis en examen. Les virades de l'espoir en faveur de la lutte contre la mucoviscidose. L'espoir, c'est l'histoire de cette femme d'une quarantaine d'années. Une incroyable renaissance après une greffe réussie des 2 poumons. Le Charles de Gaulle s'ouvre au public. Les enfants sont sur le pont. Visite sur le porte-avions en rade de Toulon à l'occasion des Journées Nation Défense, peut-être pour susciter de futures vocations. Il a 18 ans, un talent hors pair. Ce jeune prodige français a remporté à l'unanimité le concours international des chefs d'orchestre et en plus le jour de son anniversaire, un lauréat qui est promis à un très grand avenir. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sud des États-Unis, comme partout dans le pays, on a vécu en direct l'arrivée de l'ouragan Rita, son évolution, avec sur place des correspondants décrivant les pluies diluviennes et des vents de près de 200 km/h. Une nuit sans beaucoup dormir. Le premier impact a eu lieu à 2h30 heure locale. Et voici ce qu'on pouvait voir à la télévision lorsque le courant n'était pas coupé. Philippe Visserias. Depuis des heures déjà, l'envoyé spécial de CNN décrit la progression de l'ouragan. Soudain, une bourrasque terrible l'empêche de continuer. Il est 2h30 du matin heure locale, 9h30 à Paris. Le cœur du cyclone vient de s'abattre sur la côte. À Beaumont, quelques kilomètres plus loin, à l'abri derrière un mur, un autre journaliste témoigne. Il parle d'un rideau infranchissable de vent et de pluie. Je n'ai pas de mots pour décrire la force de cet ouragan, dit-il. Toute la nuit, les Américains ont ainsi pu suivre en direct l'événement tant redouté. Beaumont, important centre pétrolier, se retrouve pris au cœur de l'ouragan. Au milieu de la nuit, on craint alors les inondations. Mais les images sont encore rares. Quelques bâtiments, comme cet hôtel, sont pourtant touchés. À Port-Arthur, un caméraman amateur a décidé de défier les éléments. En plein cyclone, il filme les câbles électriques qui s'entrechoquent. Le vent et l'eau qui monte dans certains quartiers de la ville. Des inondations également signalées à Lake Charles, en Louisiane, où l'aéroport est paraît-il endommagé. Dans la ville côtière de Galveston, vidée de ses habitants, c'est le feu qui, dans la nuit, cause les dégâts les plus visibles. 3 bâtiments brûlent, apparemment un incendie causé par un court-circuit. Même phénomène à Pasadena où c'est un centre commercial qui est en flammes. Au milieu de ce chaos, les nouvelles de Houston, la grande métropole de la région, sont rassurantes. Le vent est plus faible qu'ailleurs et la ville semble épargnée. Le jour se lève enfin sur le Texas. Rita vient de passer. Il faut maintenant constater les dégâts. Et en effet, avec le décalage horaire, les États du Texas et de la Louisiane se sont réveillés depuis quelques heures maintenant. Rita ne cesse de s'affaiblir. Le cyclone est passé en force 1 et la violence des vents s'amenuise au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans les terres. L'heure est au premier bilan, bien moins catastrophique que celui de Katrina, mais des vagues de plusieurs mètres de haut vont continuer à balayer les côtes. Ici ou là, des inondations sont signalées. Thierry Curté. Plusieurs villes inquiètent encore les autorités. On n'y craint plus vraiment le vent, mais plutôt les inondations. Comme ici à Lake Charles, en Louisiane. Il est tombé par endroits plus de 500 litres d'eau par mètre carré. Les seules images reçues ont été envoyées par téléphone. Cette région est riche d'installations pétrochimiques. À Jefferson, plusieurs dizaines de Texans ont préféré gagner les hauteurs pour fuir la montée des eaux. Ailleurs, au Texas, l'inventaire des dégâts est loin d'être terminé. Mais au petit jour, le premier constat est encourageant. Les chutes d'arbres ont causé de nombreuses ruptures de lignes téléphoniques électriques. Quelques hangars se sont partiellement effondrés. Le président Bush, venu superviser les secours depuis le PC de crise, appelle à la prudence. La situation reste potentiellement dangereuse à cause des inondations. Les gens qui ont quitté les côtes de l'Est du Texas et de l'Ouest de la Louisiane doivent comprendre qu'ils doivent rester très prudents. Il faut écouter les conseils des autorités locales avant de rentrer chez soi. 2 digues ont pourtant de nouveau cédé, mais à la Nouvelle-Orléans, loin de l'œil du cyclone. Les pluies ont miné les murs de terre, ramenant 1,50 m d'eau dans certains quartiers tout juste asséchés après 3 semaines d'efforts.
Dans la petite ville de Galveston, évacuée à 90%, l'ouragan légèrement dévié de sa route n'a pas frappé de plein fouet le secteur, mais tout près quand même. Plusieurs incendies, on l'a dit, se sont déclarés dans le centre-ville. Depuis le lever du soleil, on patrouille dans les rues. Reportage Alain Chalvran. La vie reprend à Galveston après une nuit d'enfer. Doucement, doucement, au petit matin, alors que le vent souffle encore très fort, 100-120 km/h, les irréductibles qui n'ont pas évacué la ville viennent constater les dégâts. Pour le moment, j'ai vu tout de même pas mal de destruction. Là, par exemple, c'est pas bien joli, mais au moins, les murs sont toujours là. Cet immeuble, un des plus vieux de Galveston, où il y avait un restaurant célèbre, un des très rares bâtiments qui avait résisté au cyclone de 1900, s'est effondré. Non loin de là, cette concession de voitures et des appartements d'habitation attenants ont brûlé suite à un court-circuit. Mais dans l'ensemble, les dégâts sont inférieurs à ce que l'on craignait. Beaucoup de maisons ou de commerces ont subi des dommages plus ou moins importants. D'innombrables arbres ou lampadaires sont tombés, donnant aux rues cet aspect désolé. Mais dans l'ensemble, Galveston s'en tire très bien. On était partis en voiture après l'ordre d'évacuation, mais il nous a fallu 3 heures pour faire 25 km, alors on a décidé de rentrer et on s'en félicite. La chance de Galveston est que le vent a poussé la mer vers le large comme une marée basse. Il n'y a pas eu de vagues, pas d'inondation, et le port n'a subi aucun dommage, pas plus les plateformes pétrolières, mises ici à l'abri, que les petits bateaux. Le port, devenu le rendez-vous des joyeux lurons qui jouent avec le vent. C'était très excitant cet ouragan, oui, surtout quand le vent s'est mis à souffler vraiment fort à partir de 10h, 11h. C'était vraiment bien. La police patrouille dans la ville. Pour décourager les pillards, il y a eu quelques cas de cambriolage. Et déjà, les services municipaux dégagent les rues encombrées par les arbres tombés. Une façon de tourner la page de Rita. Et nous vous retrouvons Alain Chalvran en direct de Galveston. Comme on le voit, le ciel est à nouveau bleu, mais ça a drôlement soufflé. Oui, c'est vrai, ça se dégage, vous voyez, il ne pleut pas et le vent est, disons, à peu près modéré. On dit le calme avant la tempête, et bien on pourrait dire aussi le calme après la tempête parce que l'ouragan, dans son mouvement circulaire, attire tous les nuages aux alentours et donc le lendemain d'un ouragan, il fait en général très beau. Demain, il fera sans doute très beau, on aura envie de se baigner, il fera même sans doute très chaud. On n'était pas si fanfaron pour vous dire toute la vérité au cœur de la nuit, aux alentours de 2-3 heures du matin, au moment le pire du cyclone, quand les vents ici soufflaient à 200-220 km/h. Et en rafale, il y avait des rafales qui faisaient carrément trembler l'immeuble où nous couchions et on se demandait franchement s'il n'allait pas s'écrouler. Bon, finalement, vous voyez, on s'en sort bien. Alors, tout ça pour rien, toute cette panique pour rien. N'oubliez pas tout de même qu'il y a 2 jours, Rita a été le 3e ouragan le plus fort de l'histoire des États-Unis. Il était à force 5 et Galveston était précisément prévu comme le point d'entrée du cyclone sur la Terre. Donc on a pris des mesures, c'est vrai. La ville a été, vous l'avez dit, quasiment entièrement évacuée. On s'en tire bien. Tant mieux, mais ce n'était pas gagné d'avance. Merci Alain Chalvran. Partons pour Houston, au Texas maintenant. Près d'1 million de personnes avaient fui la ville, provoquant des embouteillages monstres. Houston qui n'a été que frôlé par l'ouragan. Houston qui tient le coup, a déclaré le maire de la ville. Reportage de nos envoyés spéciaux Stéphane Bretner, Gilles Jacquier. Ils n'ont pas attendu le signal des autorités. Après 3 jours à l'hôtel, la famille Carlero était pressée de partir. Et ce sont les enfants qui jouent les éclaireurs. Les parents sont restés dans leur chambre. La tempête annoncée n'ayant pas eu lieu, ils se sont décidés à rentrer à la maison. Je ne sais pas dans quel état je vais retrouver ma maison. Elle risque d'être inondée. Là, je vous avoue, je suis inquiet, je me sens pas très bien. Preuve que ce ne sont pas les seuls à rentrer, l'autoroute qui traverse Houston, déserte hier, se repeuple lentement. Après 10 minutes de trajet, ils découvrent leur quartier. Beaucoup de branches ont été arrachées, mais de l'extérieur, la maison a tenu. Premier réflexe, un coup d'œil dans toutes les pièces, les voilà rassurés. Ma mère avait très peur, mais moi, je savais bien que ça irait. Avec le mauvais temps qui s'éloigne, les protections sont devenues inutiles. Ceux qui voulaient regagner le centre-ville n'ont pas eu la même chance. Ce matin, tout le quartier était bouclé par la police. Le vent souffle encore très fort, attisé par les couloirs de building.
On empêche toute circulation de voitures ou de piétons le temps que l'on sécurise le quartier. Comme il y a encore beaucoup de vent, des fils électriques ou des vitres risquent de tomber et ça peut être très dangereux. Les services de la ville ont d'abord commencé à remettre en état la signalisation. Finalement, les dégâts sont minimes. Les habitants vont devoir patienter parce que les magasins ne rouvriront pas avant lundi. Ceux qui sont restés à Houston vont devoir encore vivre sur leurs réserves. Stéphane Breitner, vous êtes en direct de Houston. Je dirais que deux questions se posent maintenant. Comment les centaines de milliers de personnes évacuées vont-elles regagner la ville? Et puis, quelles leçons les autorités vont-elles retenir de cet exode improvisé avec toutes ces ruptures d'approvisionnement en essence? Ah bien effectivement, ce manque d'essence est vraiment le gros point noir de cette évacuation. On n'en trouve plus d'ailleurs ni à Houston ni dans toute la région depuis 3 jours. Le million d'habitants qui a fui le cyclone va donc devoir patienter encore plusieurs jours avant de rentrer. Alors ce matin, en conférence de presse, le maire de la ville a poussé un coup de gueule en dénonçant cette pénurie d'essence. Il ne comprenait pas pourquoi le gouvernement n'avait pas pris ses dispositions pour éviter cette pénurie. Alors vous le savez, un début de polémique est en train de naître. L'Amérique ne sait pas évacuer ses villes. Du coup, comme souvent dans ces cas-là, ici aux États-Unis, les experts planchent sur un plan d'évacuation qui, par exemple, éviterait que les habitants ne prennent leur véhicule personnel. Et puis il y a également la presse que l'on scrute. Ce matin, elle était très critique avec le gouvernement. Elle ne comprenait pas ce qu'il s'est passé. Elle dénonçait ce système très faible, la faible gestion de cette crise. La leçon de Katrina, disait-elle, n'a pas été apprise. Et apparemment, c'est l'impression qu'a tout le monde ici ce soir. Merci Stéphane Breitner. Pour finir, un détour par l'Europe, des inondations à répétition en Roumanie ces derniers jours. 6 personnes sont mortes, plus de 800 sinistrés. De nombreuses opérations de sauvetage ont été organisées dans des communes où l'on a construit des digues de protection. Plusieurs localités sont toujours privées d'électricité aujourd'hui. Depuis le début de cette année, la Roumanie a été touchée par des inondations les plus violentes de ces 30 dernières années. En France, l'affaire de ce bébé hospitalisé 2 fois en quelques semaines pour maltraitance. Les parents de la petite Océane ont été mis en examen. Le père avait déjà été plusieurs fois condamné pour viol sur mineur. Et on s'interroge sur les raisons qui ont permis à ses parents en signaler une première fois aux services sociaux de récupérer le nourrisson qui est dans un état critique. Christophe Nedart, Nicolas Foener. Lundi dernier, la petite Océane est admise aux urgences pédiatriques de Metz. Victime d'une fracture au crâne, elle est dans un état critique. Le nourrisson de 2 mois est sauvé, mais souffre de lésions cérébrales irréversibles. Très vite, les soupçons se portent sur les parents de l'enfant. Interpellé et placé en garde à vue, son père nie toute implication. Pour l'instant, monsieur conteste avoir exercé des violences sur sa fille. C'est ce qu'il a dit jeudi soir devant le juge d'instruction et pour l'instant, c'est sa position. Les parents d'Océane vivent dans cet immeuble depuis quelques mois. Le père, 42 ans, a un casier judiciaire chargé. En 1990, il a été condamné à 15 ans de prison pour le viol d'un mineur. Pour les voisins, c'est un couple discret et sans histoire. Ça fait 6 mois que je les connais à peu près. C'était vraiment une famille normale, gentille quoi. Vous avez jamais entendu de bruit, de quoi que ce soit. Dispute? Rien du tout, au contraire quoi. Les voisins ignorent aussi que depuis sa naissance, Océane est victime de maltraitance. Le parquet de Metz s'est saisi une première fois le 26 août. Le service d'aide sociale à l'enfance est alerté. Pourtant, le lendemain, le juge, qui ignore tout du passé du père, rend Océane à ses parents, car ils ont pris des engagements. La première obligation pour le père de se soigner, compte tenu de son comportement qu'il avait admis devant le juge, et d'autre part, pour la mère, de ne jamais laisser l'enfant seul avec son père. Au-delà des violences, Océane a donc aussi été victime d'un dysfonctionnement judiciaire. Quant à ses parents, ils sont mis en examen pour violence aggravée ayant entraîné une mutilation permanente sur mineur de 15 ans. Tous 2 ont été écroués. Autre affaire tragique, celle-ci concerne 2 jeunes adolescentes de 14 ans qui se sont suicidées ensemble hier. Se donner la mort à peine sortie de l'enfance, un mal qui concerne de plus en plus de préadolescents. Et puis cette question qui obsède sans forcément de réponse, comment les parents peuvent-ils déceler un état psychologique fragile? Y a-t-il des signes avant-coureurs? Peut-on en prévenir ces pulsions? Élément de réponse avec Dorothée Cochard et Philippe Mugerin. Marion avait 14 ans. On le perçoit un peu sur le site internet d'un de ses amis, le style gothique, l'air heureuse, de l'humour. Et pourtant, Marion a choisi hier de sauter du 17e étage de cette tour avec sa copine du même âge, Virginie. Dans le collège, tout le monde en parle, ils se posent tous la même question, pourquoi elles ont fait ça.
Parce que la vie ne vaut pas la peine. C'est le mot griffonné que la police a trouvé sur chacune d'elles, 5 petites lignes pour expliquer leur acte. Les gens d'ici sont traumatisés aussi, hein. Ils ont entendu le bruit de chute et ils ont vu les corps. Moi, par chance, j'ai pas vu, heureusement. Parce que quand on a des enfants de cet âge-là, on se pose des questions. En France, le suicide est la 2e cause de mortalité chez les jeunes après les accidents de voiture. 650 décès par an. 50 000 tentatives de suicide. Un chiffre qui augmente de 5% par an chez les plus jeunes, entre 10 et 15 ans. Comment expliquer cette évolution? Surtout, comment pour des parents, pour des proches, faire la différence entre un simple mal-être d'adolescence et une crise suffisamment forte pour mener au suicide? C'est rarement le coup de tonnerre dans le ciel serein. C'est un adolescent qui fait une fugue, un adolescent qui s'enferme dans une consommation trop grande de cannabis, un adolescent qui prend des risques, qui a des accidents de la circulation, de mobilette, un adolescent qui rompt brutalement avec son groupe de copains, qui s'isole. Enfin, tous ces petits signes doivent faire penser que c'est un adolescent qui va mal. Et un adolescent qui va mal, c'est toujours un adolescent qui est en risque suicidaire. Ce qui est plus rare, mais pas exceptionnel, c'est le suicide à 2. Au début de l'année, 2 autres jeunes filles s'étaient ainsi donné la mort du haut d'une falaise, près de Calais. Environnement en Charente-Maritime, des boulettes d'hydrocarbures ont touché les rivages au nord-ouest de Royan. Une plaque de 2 km sur 400 mètres. Le plan Polmar-Terre a été déclenché, la baignade est interdite. En cause, une nappe d'hydrocarbures dont on ignore pour l'instant l'origine. 2 hypothèses sont avancées par les autorités. Un déballastage sauvage ou alors un reste de pollution du Prestige. 2 navires de la Marine nationale ont été dépêchés sur place. La défense de l'environnement avec cette manifestation à Bar-le-Duc de plusieurs milliers de personnes. Elle se mobilise pour empêcher un projet de stockage souterrain de déchets radioactifs. Un défilé qui comprenait des militants antinucléaires. Il réclame un référendum local. Florence Mavic, Frédéric Faure. Les chiens de garde sont là, bien sûr. Les militants antinucléaires de tout poil venus scander leur slogan anti-atome. Mais cette fois, une partie des habitants de la région est timidement venue les rejoindre. On ose exprimer dans la rue son refus de voir les déchets radioactifs enfouis dans la terre de la Meuse. Ça fait des dizaines d'années qu'on est bâillonnés, qu'on prend les décisions. Et quand on nous demande notre avis, les décisions sont déjà prises depuis 20 ou 30 ans. Non, non, non à l'enfouissement. Oui, mais alors justement, on en fait quoi des déchets qu'on a là? Les déchets qu'on a, on ne les met pas dans la terre, on ne les met pas dans le sous-sol, parce que si on les met dans le sous-sol, on sait qu'on programme la contamination de territoires entiers. Ici, on craint que la région ne devienne une poubelle pour les centaines de milliers de mètres cubes de déchets produits par la filière nucléaire. Car pendant que certains manifestent dans des fûts, à quelques kilomètres de là, des ingénieurs au fond d'un silo étudient la possibilité de stocker à 450 mètres de profondeur des colis radioactifs. Un projet qui fait se mobiliser des milliers de citoyens français. Les voici aujourd'hui dans les rues de Bar-le-Duc. Pensez qu'on peut garder la trace pendant des milliers d'années de ces fameux déchets nucléaires, savoir à quel endroit ils ont été enfouis. Fin de parcours. Chaque militant a amené avec lui un peu de sa terre. Poussière du Languedoc, d'Alsace ou du Finistère, avec une prière pour les représentants de l'État, n'empoisonnez pas la planète. Au Proche-Orient, l'aviation israélienne a mené plusieurs raids aériens dans la bande de Gaza, prenant pour cible le Hamas. Une série de répliques aux tirs de roquettes qui ont eu lieu dans la nuit sur les territoires israéliens par des groupes armés depuis Gaza. L'armée a également bouclé la Cisjordanie. Climat de tension grandissante. Yasmina Farber. Gaza vient de replonger dans la violence. Depuis l'aube, l'armée israélienne a lancé plusieurs raids aériens. Sa dernière cible, 2 véhicules chargés d'armes, 2 terroristes du Hamas ont été tués. Une réponse à des tirs en provenance de la bande de Gaza. La nuit dernière, des groupes armés palestiniens ont arrosé de roquettes la ville de Sderot, en Israël. 5 personnes ont été blessées. Depuis, tous les territoires palestiniens sont bouclés. Le porte-parole du gouvernement rappelle une règle. Dès qu'une attaque en dehors de Gaza vise notre communauté, dit-il, notre réponse sera dure et immédiate. Les Palestiniens de Gaza crient vengeance.
Selon eux, c'est Israël qui a commencé les hostilités en tuant 15 des leurs pendant une parade militaire. L'armée israélienne dément formellement toute responsabilité. Qu'importe, le Hamas menace de frapper au cœur d'Israël. Pendant ce temps, à Ramallah, le chef de l'autorité palestinienne participait à une manifestation pour la paix qui semblait totalement décalée. Mahmoud Abbas a rappelé sans grande fermeté que les défilés armés du Hamas menaient à des tragédies. Mais les tensions seront dures à désamorcer. Les troupes israéliennes sont en train de s'installer tout autour de Gaza pour d'éventuelles opérations terrestres. Le Premier ministre israélien Ariel Sharon a convoqué dans la soirée une réunion de son cabinet restreint de sécurité. Une de ces réunions qui prépare traditionnellement des interventions armées. L'Europe adopte une résolution condamnant les activités nucléaires de l'Iran, ce qui permettra de traduire l'Iran devant le Conseil de sécurité de l'ONU. En Europe comme aux États-Unis, plusieurs grandes manifestations contre la guerre en Irak, plusieurs milliers de personnes à Londres pour exiger que Tony Blair retire ses troupes d'Irak. Et puis à Washington, les pacifistes espèrent rassembler 100 000 personnes. Le défilé vient de commencer, emmené par celle qui est devenue désormais la figure du mouvement anti-guerre, Cindy Sheehan, cette mère de famille qui a perdu son fils en Irak. En France, pour lutter contre la mucoviscidose, les virades de l'espoir demain, comme chaque année, l'appel à la solidarité des Français pour vaincre cette maladie génétique et pour témoigner des avancées cliniques. Voici le cas de cette femme d'une quarantaine d'années qui a retrouvé un deuxième souffle après une greffe des 2 poumons, une véritable renaissance. Jean-Daniel Filzaquier, Franck Brisset. La chorégraphie s'appelle Tchernobyl, mais pour Nathalie, ce nom ne sonne pas comme une destruction, plutôt comme une résurrection. Sa deuxième naissance, c'est le 14 juillet 2002, le jour où on lui a greffé 2 poumons. Les siens avaient été détruits par une grave maladie génétique, la mucoviscidose. L'opération n'a pas tout réglé. Chaque jour, c'est 30 médicaments pour éviter le rejet, mais aussi pour traiter le diabète et l'hypertension. Alors sa philosophie, c'est profiter de chaque instant. Je pense à l'avenir, mais souvent à l'avenir proche. C'est-à-dire je ne me projette pas trop loin quand même. Oui. J'essaie de rester dans des années raisonnables. Vous ne sentez quand même pas en sursis quand même? Si, toujours. Parce que des fois je me dis c'est trop beau, c'est pas possible, ça peut pas durer. Comme si toute ma vie, je dirais, j'avais eu que la poisse. Au bout d'un moment, je me dis c'est trop beau, c'est... Voyage sous les tropiques, saut en parapente, Nathalie croque dans la vie. Mais son grand bonheur, c'est simplement d'avoir pu courir à nouveau. La dernière fois, elle avait 15 ans. Et vous avez recouru combien de temps après la greffe? 15 jours. Ils savaient ça, les médecins? Oui, je leur ai dit. D'ailleurs, je suis tombée sur le front direct parce que mes jambes ne me tenaient pas. J'avais tellement envie, je me sentais tellement pleine de vie que de toute façon, c'est parti tout seul, quoi. Mais Nathalie a un regret. Elle a écrit à la famille qui a accepté de donner les poumons. Elle pense qu'on ne leur a jamais transmis le courrier. Tiens, je t'en donne un autre. J'ai eu une telle chance de revivre et de vivre bien que pour moi c'est inconcevable de ne pas pouvoir remercier. Et je pense que les gens donneraient peut-être plus facilement les organes aussi s'ils savaient que c'était bien utilisé. Je pense que c'est quand même dans chacun encore une crainte de donner et que ce soit gaspillé. Or là... Je dirais, mes 2 poumons, ça m'a quand même permis de revivre mieux qu'avant, ce qui est quand même important, et aussi d'éviter d'avoir 2 enfants orphelins. Donc ça, je pense que toute la famille s'en réjouit, et c'est une chance qui n'a pas de prix. Dans de nombreuses villes de France et à Paris, l'armée tient salon pour mieux se faire connaître. Et quelle plus belle occasion que de faire visiter le fleuron de la flotte française, le Charles de Gaulle, dans la rade de Toulon. Pour la première fois, le bâtiment est ouvert au public et en particulier aux jeunes des écoles, peut-être pour susciter des vocations. Sur le pont, Franck Genozo et Hugues Bouchard. C'est incontestablement la star du week-end, le porte-avions Charles de Gaulle. La plupart de ces écoliers toulonnais posent pour la première fois le pied sur un bâtiment de la Marine nationale. Alors très vite, une petite explication de texte s'impose. Air-mer, ça veut dire qu'on les monte sur les avions et ils les tirent sur les bateaux. Pourquoi ils les tirent sur les bateaux? Ils partent de mer. Parce que les bateaux, des fois, ça porte une menace contre un pays. Un peu d'escalade, et nous voici sur le pont d'envol. Une piste de 200 mètres de long que près de 30 000 personnes auront foulé d'ici la fin du week-end. C'est pour l'atterrissage et ensuite, à l'avant, il y a pour le décollage de l'avion. C'est une catapulte.
Ah, mais c'est géant alors. Qui sont tombés à l'eau? Oui. Une fois. Le câble traverse le pont Faire d'envol. découvrir son univers, c'est ce qu'a voulu faire l'armée avec ses rencontres Nation Défense. Une façon peut-être aussi de susciter des vocations chez les plus jeunes. Le but, encore une fois, c'est la rencontre entre les Français et leur défense. Mais si ça crée des vocations, moi j'en suis passé par là, puisque ma vocation s'est dessinée assez jeune. Donc évidemment, c'est plutôt une bonne chose pour tout le monde. Et même s'ils n'ont pas encore 10 ans, certains ont déjà trouvé de bonnes raisons d'embrasser une carrière militaire. Le pont d'envol, les missiles et tout ça. Ça te plaît? Ouais. Tu penses que tu feras ça après, plus tard ou... Ouais. En prime pour ces écoliers, la visite d'un sous-marin nucléaire. Un exercice délicat pour les militaires. C'est assez dangereux, hein. Il y a des trappes un petit peu de partout, on peut se blesser un petit peu de partout. Donc on essaye un peu de les canaliser, mais c'est pas si facile que ça. Tout cela manque de discipline, il faudra donc faire encore quelques efforts. Les Gaulois envahissent Bruxelles, où Albert Uderzo, l'auteur d'Astérix, a lancé son nouvel album. Une exposition qui va voyager avant d'atterrir à Lutèce d'ici quelques années pour célébrer les 50 ans du village des Irréductibles. Marie-Pierre Farkas, Pascal Stelletta. Ils sont fous ces Belges. Laisser quelques irréductibles installer leur campement sur la grande place de Bruxelles, c'est prendre un risque inconsidéré. Mais la harpe est celtique, le chaudron pas magique et les Gaulois viennent du Finistère. Le village est là jusqu'à demain pour les badauds et pour Uderzo. Uderzo. Albert, roi d'un jour, revient en Belgique et c'est un pèlerinage. C'est un très vieux souvenir, un très bon souvenir. Très vieux souvenir. 50 ans. Eh oui. J'ai même plus de 55 ans. Enfin pas tout à fait car c'est en 1951 qu'Al Uderzo rencontre René Goscinny. Oui, il René. Anne, sa fille, est là pour la photo souvenir. Anne, viens là, c'est ton père. C'est émouvant, hein. L'exposition raconte aussi cette amitié, vue par deux Gaulois, l'un petit, grincheux, l'autre plus enveloppé. Ils sont nés il y a 46 ans et ils ont fait le tour du monde. 310 millions d'albums vendus. Du coup, la conférence de presse pour la sortie dans 15 jours de leur prochain carnet de voyage attire beaucoup de journalistes et des questions. Est-ce que j'ai tort à imaginer qu'Astérix aurait voté non au référendum du 29 mai? Est-ce que vous pouvez préciser si ça aurait été un non de gauche ou un non de droite? Merci. Astérix ne fait pas de politique. Uderzo l'a dit et répété. Il se contente depuis des années d'égayer les cours de récré. On passe au sport avec du basket. Et une mauvaise nouvelle pour les Français éliminés en demi-finale du championnat d'Europe. Les Bleus se sont inclinés 67-66 face à la Grèce. Manuel Tissier. Effondrés et incrédules, les Bleus manquent la finale à 3 secondes et 1 point près. Les Grecs peuvent exulter. Ils reviennent de l'enfer pour s'imposer 67-66. À 15 secondes de la fin, la France avait 4 points d'avance, puis 2. Et Diamantidis envoie ce tir. 3 points d'un coup. C'est terminé. Ce match s'annonçait serré, il le fut. Français et Grecs se partagent la domination. D'abord les Bleus, puis les Blancs. Meilleure défense de cet Euro. Mais dans ce domaine, les tricolores ont du répondant, à l'image de ce contre de Florent Pietrus. Tony Parker, en grande forme, permet à ses troupes d'atteindre la pause avec 1 point d'avance. 30-29. Aux chansons du public grec, la France oppose une solidarité sans faille. Mais le trio Rigaudot, Diao, Parker ne suffira pas. Malgré la réussite de ce dernier ce soir, les Bleus gaspillent leur avance. Fébrile en fin de rencontre, ils laissent échapper un nouvel exploit. Et ce soir, la ronde du bonheur ressemble à un sirtaki endiablé. Les yeux au ciel pour ces 80 000 spectateurs de la Coupe Icare. Ils regardent passer avec des yeux d'enfant ces pilotes de parapente, de montgolfière ou de cerf-volant. La grande fête du vol libre avec une nouvelle discipline, la voltige en planeur. Aaron Tanzit et Marc de Lagenhagen. À flanc de falaise, ils valsent au gré des courants d'air. Tantôt albatros, tantôt requin blanc. C'est le planeur version voile à voile, celui de monsieur, madame, tout le monde. Rien à voir avec celui de Daniel Perciot. À 56 ans, cet ancien militaire fait figure de rebelle. N'en déplaise à sa femme, c'est un voltigeur.
Mon épouse, elle trouve que j'en fais un peu trop. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis un passionné de vol à voile, un passionné de voltige et que j'y passe tout mon temps de retraite. Une retraite à 1400 mètres d'altitude, la tête à l'envers et les oreilles bercées par de la grande musique. Florent Pagny, le baryton, en duo avec Daniel Perciot, le voltigeur. La discipline est exigeante. Le pilote peut encaisser jusqu'à 4 G, soit 4 fois le poids de son corps. Looping, tonneau. En France, ils ne sont qu'une cinquantaine à pouvoir voltiger avec autant de dextérité. De retour sur le plancher des vaches, Monsieur 10 000 vols transmet son savoir. C'est important. Et de mémoire de professeur, aucun élève n'a encore planté le nez de son appareil dans le gazon, même si de toute façon... Sur le parachute, mais bon. On évite. Tout est serré, pas d'objet dans la cabine. C'est qu'il faut être bien accroché pour apprécier à sa juste valeur le fameux renversement qui vous monte à la tête. Où est-ce à droite, où est-ce à gauche? C'est le monde à l'envers. Y a-t-il seulement un pilote dans ce planeur? Ça va? Ouais, c'est le virage, j'ai rien compris au virage. Pour arriver à un tel niveau, il lui en faudra des heures de vol. De l'argent aussi. Comptez une quarantaine d'euros les 20 minutes. Mais comme vous le savez déjà, la passion n'a pas de prix. C'est un événement. La Cinémathèque française quitte le Palais de Chaillot et s'installe en bordure du parc de Bercy, une architecture audacieuse pour plusieurs salles de projection qui seront inaugurées en grande pompe lundi à travers une exposition hommage au Renoir, le peintre et son fils, le cinéaste, à qui l'on doit de multiples chefs-d'œuvre. Pascal Deschamps, Vincent Bouffartic. Je crois que ça explique que la Cinémathèque ait cette importance qui est une importance La particulière. Cinémathèque française, une toute jeune dame de 70 ans qui a survécu à une histoire bien tumultueuse. Après 3 incendies, 4 déménagements et bien des hésitations politiques, elle s'installe ici, à Bercy. Elle peut enfin défaire ses cartons remplis de trésors, comme le robot de Métropolis, de Fritz Lang, l'une des pièces de la collection. Car à l'origine de la Cinémathèque française, en 1936, il y a un collectionneur passionné, Henri Langlois, qui voulait conserver des objets et des films et surtout, les montrer au public. Visite des nouveaux locaux en avant-première avec 2 cinéphiles et le réalisateur Alain Corneau. Bon alors, moi c'est Alain. Julia. Olivier. Ok. Vous connaissez un peu le bâtiment? Non, pas du tout. Oh là là, c'est la première vous allez voir un choc. Car l'immeuble de Frank Gehry, l'ancien centre culturel américain, a été complètement réaménagé pour accueillir 2 musées, une médiathèque et 4 salles de projection. Voilà, donc ça c'est la plus grande salle. On s'est toujours dit, il faut que l'écran soit à hauteur d'œil. Très longtemps, les cinémas ont été construits à l'envers. C'est-à-dire que c'est comme ça, l'écran en haut, truc de fou furieux. Alors ça, on avait beau expliquer, il n'y avait rien à faire, parce qu'il n'y avait pas d'architecte qui était cinéphilique. Donc là, c'est un mélange d'images, de matériel, de costumes, d'idées Passion générales, Cinéma, de décors. c'est le nom de l'exposition permanente. Moi, j'aime bien le côté bric-à-brac. Hein. Un parcours dans la jeunesse du 7e art destiné aux jeunes. Car si les enfants ignorent aujourd'hui que le lait vient des vaches et pas directement dans une boîte en plastique, ils ignorent parfois aussi que les films ne naissent pas tout faits dans les DVD. C'est une manière de redécouvrir leur histoire, de se la réapproprier, puis de mieux comprendre dans quel monde ils vivent aujourd'hui. C'est important d'avoir un lieu comme ça où tout le monde peut venir rencontrer ce qu'est vraiment le cinéma. On a besoin aussi de recréer des rites, des lieux de rites, des lieux de rencontres, des lieux de croisement, des lieux où les arts un peu se fricotent ensemble, quoi, parce que sinon on va s'ennuyer. Moi je veux bien qu'on ait chacun chez soi 2000 DVD, mais on va pas non plus être enseveli par le cinéma à domicile. La Cinémathèque, ses 40 000 films, ses salles, ses ateliers n'attendent plus que vous pour devenir le nouveau grand lieu populaire culturel parisien. Il a 18 ans, un talent hors pair. Ce jeune prodige français a remporté à l'unanimité le concours international des chefs d'orchestre et en plus, le jour de son anniversaire, un lauréat qui est promis à un grand avenir. Michel Monpontet, Philippe Lucie. Il y a des nuits où le temps semble refuser d'avancer. Et pour cause, après 40 jours d'éliminatoire, demain le concours international de chefs d'orchestre de Besançon aura un nouveau prince et ce sera peut-être lui, Lionel Bringuier, 18 ans.
Veille de finale où il se souvient, peut-être, des tours précédents. Lui et la musique. Beaucoup de passion, beaucoup de talent, avant d'entrer peut-être couronné dans le monde très fermé des chefs d'orchestre. Demain. Comme la musique, c'est un peu ma respiration. Pour moi, je vis avec la musique et je pense surtout donc, aux œuvres que je dois interpréter sans penser au fait que ce soit un concours finalement. Sauf que c'est un concours et le plus important de tous. Pour entrer dans la carrière par la grande porte, Lionel va donc devoir devenir le premier Français depuis plus de 20 ans à gagner. Un orchestre, ce n'est pas un amas d'instruments, c'est 120 hommes et femmes, artistes différents, parfois méfiants, souvent compréhensifs. Dans les loges, le silence avant le combat. Les 2 finalistes, le Français bien sûr, mais aussi un Indonésien très talentueux. Le silence avant la musique. Et puis il y a le public, et au mur, comme des trophées de chasse, les visages des candidats venus des 4 coins du monde et qui sont repartis malheureux. Et puis le jury, juge, et les 2 finalistes jouent leur carrière, jouent de l'orchestre, comme s'il était un instrument branché sur leur sensibilité. Lionel passe en 2e position. Sa communion avec le formidable soliste Marc Coppée fait merveille. Pendant que le jury part délibérer, le public lui vote et les jeunes fans ont déjà choisi Lionel, bien sûr. Pour l'un, le temps des autographes. Pour l'autre, juste l'attente, le stress, si loin d'Indonésie. Le Grand Prix de direction. Et enfin, la délivrance. 49e concours international de jeunes chefs d'orchestre de Besançon à Lionel Branguier. Un Grand Prix extraordinaire, le jour de son anniversaire. Certaines vies ressemblent étrangement à des contes de fées, surtout dans le monde de la musique. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo. Nathalie Riouet, 20h55, le plus grand cabaret du monde, présenté par Patrick Sébastien. Demain, dès 7h, thé ou café. Catherine Sellac recevra Jacques Higelin. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.